100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois M. Jean-Yves Abonga, porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général, technique et assimilé de Côte d'Ivoire. Monsieur Abonga, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Que reste-t-il de vos revendications en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants que vous défendez? Je voulais simplement dire que nos revendications sont restées pratiquement en l'état. Rappelez-vous, depuis le 2 mai, date à laquelle on a suspendu notre mode de grève, on avait 15 points de revendications sur la plateforme. Seulement 2 ont été partiellement exécutés. C'est déjà un petit pas quand même, non? Oui, c'est vrai. Je pense que le gouvernement ivoirien peut faire mieux que cela. Il faut dire que le président de la République, le 1er mai dernier, avait instruit ses ministres pour que le déblocage des avancements, notamment, soit effectif. Aujourd'hui, on déploie encore plus de 8000 fonctionnaires qui n'ont pas vu leur avancement débloqué. Et plusieurs d'entre nous ont été mal débloqués. Le président aussi avait instruit ses ministres pour que les ponctions de 2015 et 2013 soient reversées donc aux enseignants. Seules les ponctions de 2015 ont été reversées. Et donc, à part ces 2 points, tout le reste est resté lettre morte. Surtout que le ministre Ahmed Bakayoko, avec qui on a échangé le 30 avril, avait fait la promesse de faire mettre en place un cadre dans lequel on pourrait échanger et trouver des solutions aux différentes préoccupations. Le président de la République lui-même avait instruit ses ministres aussi pour qu'un cadre se mette en place de concertation pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Malgré les relances qu'on a eu à faire, rien n'a été fait. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes un peu trop exigeant vis-à-vis d'un pouvoir qui doit également réaliser d'autres priorités de développement? Est-ce que vous ne demandez pas un peu trop à l'État? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que nous sommes pour une école de qualité. Et cela passe justement par le respect d'un certain nombre de principes. Et je pense que l'enseignant qui est l'acteur... Non seulement de principe, mais aussi d'engagement. D'engagement, effectivement. Et l'enseignant ivoirien, l'acteur principal, a toujours montré son dévouement pour une école de qualité. Mais l'État aussi a ses problèmes. Mais on tient compte véritablement des préoccupations de l'État, puisque depuis 2009, nous attendons que l'État résolve nos problèmes. Mais pourtant, l'école fonctionne toujours. Cette année, les résultats ont été parmi les meilleurs. Donc, on fait notre part. On demande simplement à l'État de faire sa part, surtout qu'aujourd'hui, les voyants sont ouverts et on a les ressources financières pour cela. On ne demande pas à l'État de régler tout ici et maintenant, mais qu'on s'asseye pour voir dans quelle mesure mettre en place, je vais dire, une planification. Ben vous avez déjà dit tout à l'heure que sur les 15 revendications, il y en a 2 qui sont partiellement satisfaites. C'est ça. Non, mais le drame pour nous, c'est qu'il n'y ait pas vraiment un dialogue social. C'est ça le vrai problème selon vous. Le vrai problème. Il faut qu'il y ait un dialogue social pour que sur les autres points, on ait un consensus avec le gouvernement. Pour nous permettre justement d'avoir une lisibilité. Malheureusement, ce dialogue social n'existe pas. Et je voulais simplement rappeler qu'en plus de ces 15 points de revendication, il y a encore de nouveaux points créés, de nouveaux problèmes créés par le gouvernement même. Lesquels? Aujourd'hui, le gouvernement a un projet de rétrogradation des fonctionnaires enseignants, enseignement ex-A2, et qui avait été reclassé en A4 en 2009. Aujourd'hui, le gouvernement veut les reclasser en A3. Voilà un problème nouveau que le gouvernement crée, alors qu'on aurait pu l'inscrire dans un cadre beaucoup plus
consensuelle et puis voir comment régler le problème. On a aussi le problème des ACE. C'est quoi les ACE? Les agents chez l'établissement qui admis un concours dont les résultats ont été publiés en septembre 2011 et qui ont été annulés par Madame le ministre. Ils ont fait un recours gracieux auprès de la Cour suprême qui a fait un arrêt et qui a donc donné injonction au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'affecter ces adjoints-là à leur poste de travail. Jusqu'à présent, rien n'est fait. À quoi cela est-il dû, selon vous? C'est le non-respect même d'une décision de justice d'un pays démocratique. Même si on est ministre de l'Éducation nationale, je pense qu'on est quand même assujetti à respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Surtout que la Cour suprême se prononce au nom du chef de l'État. Donc, elle prend un tel arrêt et un ministre de la République refuse de l'appliquer. Ouais. Donc, on déplore le fait que l'État ivoirien n'instaure pas véritablement le dialogue social et ne respecte même pas ses propres règles. Ou ses propres engagements. Et ses propres engagements. Voilà, donc c'est un peu cela qui nous gêne. Alors, au regard de tout ce que vous dites, à quoi devront s'attendre les parents d'élèves cette année? Est-ce qu'il y aura plus de grèves ou moins de grèves? S'il y en avait, de qui cela devrait dépendre? Ce serait la faute à qui? Je voulais simplement rassurer les parents d'élèves. Les enseignants de Côte d'Ivoire ne sont pas des va-t-en-guerre. Loin de là. Bien au contraire. Nous œuvrons véritablement pour une école de qualité. Donc, s'il doit y avoir un arrêt de cours, ça sera essentiellement dû au gouvernement ivoirien. On l'a interpellé au gouvernement à plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, il profite de Platon pour l'interpeller. Pour éviter qu'il y ait des nuages sombres sur l'année scolaire, il est préférable que dès maintenant, on s'asseye pour résoudre les problèmes de l'école. Alors, je vous repose ma question. Est-ce que nous, parents d'élèves, devrions nous attendre à plus de grèves ou moins de grèves ou pas du tout de grève cette année? En tout cas, en tant que syndicaliste, nous, on n'aime pas trop les grèves. En tout cas, moi particulièrement, je n'aime pas trop les grèves. C'est pourquoi je veux éviter qu'il y ait la grève. Et l'action que nous menons actuellement depuis le mois de mai, c'est pour éviter qu'il y ait la grève. C'est faire en sorte que nous puissions nous consacrer essentiellement aux missions pour lesquelles on a été donc recrutés à la fonction publique, former les jeunes Ivoiriens pour que le pays puisse bien se développer et compter sur eux. C'est ça que notre objectif principal actuellement. Très bien. Alors, l'État a décrété l'école obligatoire dès cette rentrée des classes, une école obligatoire pour les enfants qui ont jusqu'à 16 ans. Comment est-ce que les enseignants que vous êtes avaient accueilli cette décision-là? Bon, c'est une décision courageuse de la part de l'État. Mais en tant qu'enseignants, nous sommes partisans de l'école pour tous. Et par principe? Par principe. Parce que pour nous, l'école pour tous va permettre un véritable développement de notre pays, va permettre aussi une meilleure démocratisation de notre pays. Donc, on est partisans de l'école pour tous. Mais ce que nous déplorons, et ça, je profite de votre antenne pour le dire, ce que nous déplorons, c'est le fait qu'on n'ait pas associé les enseignants à cette prise de décision importante. Est-ce qu'on vous a associé tout au moins à la réflexion? Pas du tout. À aucune étape même de la prise de décision. Alors qu'il aurait fallu simplement nous appeler, parce que c'est nous qui allons mettre en œuvre cette politique. C'est nous qui allons supporter pratiquement toutes les charges liées à la mise en place même de cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, un enseignant en moyenne a 24 heures par semaine de cours. On pourrait passer jusqu'à 32 heures de cours. Donc, il aurait fallu simplement nous associer au moins à la réflexion, à la conception, pour que l'application soit plus facile sur le terrain. Et cela va impliquer aussi de la part de l'État la construction d'écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, là,
ben c'est déjà dit, l'État va investir, je crois, plus de 100 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de l'école obligatoire. Donc il y a une volonté manifeste de réaliser cela, de rendre ça, de concrétiser l'école obligatoire pour les enfants en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure je l'ai dit, c'est une décision courageuse. Mais est-ce que véritablement l'État pourra tenir ses engagements? Est-ce que vous, déjà, vous voyez des limites à cela? La première, si oui, la première. Bon, ça sera essentiellement, comme je l'ai indiqué, à deux niveaux. D'abord, au niveau des infrastructures. Ensuite, au niveau même de la mentalité de nos parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas mettre l'enfant à l'école. Parce qu'ils ne sont pas... Puisqu'en Côte d'Ivoire, une enquête indique qu'un Ivoirien sur deux vit sous le seuil de la pauvreté. Cela implique qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne pourront pas mettre l'enfant à l'école. Donc, il faut accompagner cette école pour tous là. Il faut accompagner à cette école pour tous la gratuité de l'école. Pour justement accompagner les parents et les inviter à inscrire leurs enfants à l'école. Donc, voici les deux. Mais il faut aussi qu'il y ait des enseignants qualifiés et bien formés pour justement former ces jeunes Ivoiriens. Mais vous disiez tout à l'heure que les enseignants n'ont pas été associés dès le départ à la réflexion autour de ce projet majeur, qui est d'ailleurs à saluer. Quel sera aujourd'hui le degré d'implication des enseignants dans la mise en œuvre de ce projet? C'est l'avenir qui nous dira cela. Actuellement, je ne veux pas peut-être prophétiser pour dire comment on va peut-être s'impliquer à l'intérieur, puisque c'est maintenant. C'est maintenant, depuis la rentrée, la réunion de rentrée de Mme le ministre Kandia, qu'on a eu les orientations des missions des enseignants de Côte d'Ivoire. Apparemment, vous n'êtes pas très convaincu. Bon, donc on attend de voir, surtout que... apparemment, vous n'êtes pas très convaincu, en tout cas, M. Abonga. Mais c'est ça, puisqu'on n'a pas été associé à cela, donc je ne veux pas vraiment... maintenant, la décision elle est prise, il faut avancer. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'engager à l'intérieur et puis voir ce qui est faisable. Parce que quand vous... C'est bien vague quand vous dites ce qui est faisable. Voilà, ce qui est faisable, on fera ce qui est humainement possible pour que cette politique-là puisse marcher. Mais on fera ce qui est faisable. Est-ce que vous y croyez ou pas? Bon, en tant que syndicaliste, je suis très optimiste, voilà, de nature. Donc je pense que si l'État respecte les engagements pris, et s'il y a véritablement, je vais dire, une ouverture pour que l'ensemble des acteurs soient associés aux différents processus de mise en œuvre de cette politique, bon, en principe, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais l'État a prévu des sanctions lourdes contre les parents réfractaires qui vont jusqu'à, je crois, des peines d'emprisonnement. Comment concrètement l'État peut-il, selon vous, mettre en application cela? Est-ce que l'État a les moyens véritablement de suivre chaque famille, surtout que vous disiez tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, une famille sur deux a des difficultés à inscrire ses enfants à l'école? Bon, moi, si j'étais vraiment, comme c'est mon avis que vous demandez, si j'étais vraiment à la place de l'État, je pense que les sanctions devaient venir bien plus tard, 10 ans plus tard. Il faut que dès maintenant, on mette vraiment toute l'infrastructure en place, on déploie tout le dispositif. On crée les conditions. On crée les conditions pour que justement le parent démuni qui est dans un village à 500 km d'Abidjan, il puisse avoir une école à côté de lui, juste à côté de lui, ou inscrire son enfant. Voilà. Si on a mis tout cela en place et que le parent refuse de mettre son enfant à l'école, c'est là peut-être qu'on peut envisager des sanctions pour ce parent. Alors, mais imaginez un parent qui est, je vais prendre mon village à côté, à Jacquesville, non loin de Jacquesville, et qui doit inscrire son enfant à Jacquesville, à 2 km de là. S'il n'a pas les moyens pour le faire, on ne peut pas aller le tirer de sa maison, puis le contraindre. Voilà, donc c'est un peu cela. Je pense que l'État gagnerait à mettre tout le dispositif en place. Est-ce que vous craignez qu'à ce niveau-là, il y ait aussi des dérives? Bien entendu. Si c'est appliqué tel que c'est dit, il y aura forcément des dérives. Et c'est pourquoi on avait souhaité véritablement qu'il y ait, sur la question, un consensus avec l'ensemble des acteurs.
Parce que l'école est dans un environnement. Donc il faut que tous ces acteurs-là participent justement à la conception de cette politique nouvelle et qui est vraiment à saluer. Mais il faut que véritablement tout le monde fasse bloc pour que cette politique soit mise en œuvre. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On sent chez les parents d'élèves pas beaucoup de sérénité. La rentrée, c'est juste avant la présidentielle. Quand on se rappelle ce qu'on a vécu il y a 5 ans, est-ce que vous comprenez la crainte de certains parents à aller inscrire leurs enfants dans les écoles avant la présidentielle? Oui, moi, je suis parent d'élèves. Tout comme moi. Voilà. Si on doit inscrire nos enfants et que lors des élections, il va y avoir des troubles sociaux, bon, on est très craintif et ça, c'est normal. C'est normal. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très optimiste. Je pense que les hommes politiques trouveront vraiment les moyens pour rendre cette élection apaisée. Nous ne sommes pas les hommes politiques, donc on les observe. Peut-être l'appel qu'on pourrait leur lancer, c'est de faire en sorte que les élections soient apaisées pour que justement notre pays puisse traverser cette période-là, qui très souvent est trouble dans nos pays africains, afin qu'on puisse penser développement. Parce que nous, c'est cela. On pense développement de notre pays. Voilà. Comment faire pour qu'on puisse formater des jeunes qui soient prêts à développer notre pays demain? C'est ça qui nous intéresse. Merci, Monsieur Jean-Yves Abonga. Merci d'être passé par chez nous. Merci à vous aussi. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.